Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu en profondeur du festival que j'ai eu l'occasion de faire la semaine dernière. Un festival particulier puisqu'il s'articule avant tout autour de l'image au cinéma. On est donc loin des cérémonies prout-prout et bourgeoises comme le festival de Cannes, car il s'agit avant tout de discuter de l'importance et du travail de la photographie dans un film. Ce festival s'appelle Camérimage et se déroule tous les ans depuis 30 ans dans la petite ville de Toruń en Pologne, très charmante par ailleurs. Petite ville aux salles très variées et ayant une grande histoire culturelle, raison je pense pour laquelle le festival se déroule là-bas, et aussi parce que ça ramène évidemment pas mal de personnes à l'international. Le principe du festival est assez simple, sur une dizaine de salles différentes aux alentours, des conférences diverses avec des réalisateurs et des directeurs de la photographie sont organisés. Ces conférences varient beaucoup, ça va de l'expérience à filmer sous l'eau, en passant par les conditions de travail des assistants caméra, ce qui est mon travail, aux annonces de nouveaux objectifs ou caméras, en passant par des partages d'expériences ou des réflexions autour de l'image. En parallèle de ces conférences, il y avait aussi évidemment pas mal de films, plus de 160 ont été diffusés du coup en une semaine. Il y avait des grosses fictions, mais aussi des longs métrages documentaires, des courts métrages, des clips musicaux, des publicités. Et à la fin de cette semaine, un prix revenait à chaque meilleur directeur de la photo parmi toutes les œuvres en concurrence par thème. Et il y avait aussi pour moi quelque chose de super intéressant, c'était le Camérimage Market qui était disponible toute la journée et qui mettait à disposition tous les nouveaux accessoires, caméras, objectifs, drones, grues pour les essayer. Je vais donc revenir en détail sur ce festival qui était vraiment intéressant pour moi, avec quelques réflexions et aussi quelques légers reproches parce que je suis français et que j'aime râler. C'est parti. Commençons un peu par l'aspect technique. Hop là, position, habillage Tecos. Regardez-moi ce gros homme sandwich que je suis. Leur casquette est pas terrible par contre. Comme je vous l'ai dit, la première excitation personnelle fut de découvrir ce fameux couloir de Camérimage Market. Parce qu'il faut savoir que les directeurs de la photographie, donc ceux qui font l'image dans un film je le rappelle, on continue d'appeler ça photographie car le cinéma reste un enchaînement très rapide de plusieurs frames, de plusieurs images fixes. C'est un peu plus abstrait maintenant vu que l'on tourne très souvent en numérique, qui est une sorte de machine digitale qui crée les images. Mais c'était beaucoup plus sensé quand on tournait majoritairement en pellicule, puisque la bobine qui tournait dans la caméra imprimait vraiment littéralement des images capturées. 24 images pour seconde, c'est la normalité américaine, et nous c'est plutôt 25. Mais bref, j'espère vous faire une vidéo sur la pellicule une prochaine fois. Le Market était donc un ensemble de toutes les nouveautés dans le matériel. Donc c'est un bonheur pour les directeurs photo de venir regarder et tester, sachant que tout était à dispo. Et comme je suis premier assistant opérateur caméra, ça m'intéressait aussi beaucoup de découvrir les nouveaux objectifs, les nouvelles caméras, les nouveaux filtres aussi, qui sont des sortes de verres mis devant l'objectif pour créer un effet particulier sur l'image, mais aussi les nouvelles machines de guerre destinées à transporter une caméra, comme ce monstrueux drone, ce quad qui transporte une grue pilotable depuis l'intérieur du véhicule, ou encore cette tête amovible qui permet de contrôler la caméra à distance, ou ces manivelles qui dirigent la tête armée sur une grue. Comme marque emblématique du festival, il y avait évidemment Arri, qui reste ma marque préférée en termes de matériel et de caméra. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque. Hawk qui fabrique des objectifs, Sony qui commence à bien peser dans le game des caméras aussi, et Canon qui commence à construire des séries d'objectifs pour le cinéma. Mais il y en avait évidemment plein d'autres comme Angenieux qui est un fabricant français de gros zoom qui se sont mis eux aussi à créer des objectifs fixes. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les objectifs fixes n'ont qu'une seule distance et qu'une seule valeur de cadre prédéterminée et donc garantissent une image beaucoup plus belle et propre. Alors qu'un zoom va avoir tendance à faire une image moins propre car la fabrication pour zoomer dans l'image ne garantit pas une telle perfection pour un objectif qui est fixe. Raison pour laquelle quand on part sur des films, on prend en général une série tout entière d'une marque choisie. Donc une série de Hawk par exemple qui peut aller de 15 mm, ce qui est très large, à 90 mm qui est très serré. Alors moi pour ma part je suis resté très longtemps au rayon Arri du coup, parce qu'il y avait leur toute dernière caméra disponible que je n'avais encore jamais vue qui se nomme Alexa 35. Mais surtout il y avait la toute nouvelle commande de points et c'est l'occasion pour moi de vous imager plus mon travail si vous n'avez rien compris à ma vidéo qui était consacrée. Je vous présente mon principal outil de travail, une commande de points. Sur cette commande j'ai accès à littéralement toute la caméra à distance. Comme vous le voyez, il y a des sortes de moteurs sur chaque bague crantés sur l'objectif. Et chaque bague a son importance, et c'est moi qui les contrôle. Là par exemple, je bouge la bague du point à l'aide d'une molette rotative sur la commande. J'ai les infos de distance et les repères directement écrits sur la commande, ce qui me permet de savoir à quelle distance se trouve un acteur, ce qui me permet de garder le point sur lui. En jaune, en bas, c'est là où est mon point. En haut, en vert, c'est une assistance qui m'aide à le trouver. Comme beaucoup de gens passaient pas loin de l'objectif pendant le Camérimage Market, on peut voir le signal en vert passer par exemple de 10 pieds à 4 pieds quand quelqu'un passe devant. Je sais pas trop si c'est clair. Ensuite, j'ai cette molette qui contrôle le diaph de l'objectif. En gros, je contrôle la quantité de lumière qui rentre dans la caméra, qui est repérable par ces chiffres sur la droite. Plus le chiffre est élevé, moins il y a de lumière dedans.
avec évidemment l'ordre du directeur photo, car c'est lui qui décide à combien on se met, et c'est moi qui contrôle par la suite le diaph. Et je n'ai pas filmé ce moment-là, mais le petit carré en haut de la commande contrôle quant à lui le zoom. C'est une nouvelle commande de chez Arri et je l'aime beaucoup car elle est très agréable et je peux vraiment contrôler aussi tous les menus de la caméra à distance. Donc le directeur photo n'a plus qu'à s'occuper du cadre, je me charge de tout le reste, et tout ce qu'il peut me demander, je peux le faire à distance. Bref, je pourrais en parler des heures, je trouve ça passionnant, mais passons. La première journée, on a eu la chance de tester une série d'objectifs toutes neufs, conçus par Cooke, une marque qui a aussi une grande reconnaissance mondiale, sur un petit plateau destiné à tester les objectifs avec des modèles. Mais à quoi ça sert de tester des objectifs? C'est quoi l'intérêt? Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Voilà, c'est fini pour le petit aspect technique. Voilà, on se ravit bien. Et à la suite de ces nombreuses visites au market, nous sommes allés à quelques conférences, souvent intéressantes, comme ce Chef Op notamment, autre nom pour le directeur photo, qui est spécialisé dans les prises de vue sous-marines, qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. Et petite parenthèse, mais évidemment toutes ces conférences étaient en anglais, et tous les films américains étaient donc uniquement sous-titrés en polonais. C'était un exercice de concentration auquel je suis pas trop habitué, et je n'ai certainement pas tout compris lors des conférences, mais je me suis débrouillé. Donc il y avait celle-là, nous sommes allés écouter aussi Joseph Kosinski et Claudio Miranda, réalisateurs et chef-op de Top Gun Maverick, car j'étais très intéressé de savoir comment ce film s'était fait techniquement pour que ça fonctionne. Et c'est assez dingue et je pense vous en faire une vidéo spécifique là-dessus. On a fait une conférence sur la nouvelle caméra Arri, donc l'Alexa 35, un dialogue sur le métier de directeur photo entre plusieurs chefs-op, notamment celle qui a fait Black Panther 2. Voilà, elle était très intéressante, mais j'ai pas vu le film donc je saurais pas quoi dire. Et aussi une autre conférence auquel j'ai pas mal participé d'ailleurs sur les conditions de travail et la reconnaissance des métiers sur un plateau. J'y ai beaucoup participé parce que vous vous doutez que les productions étant toujours plus nombreuses, beaucoup de métiers et de chefs de poste comme le mien sont très mal respectés par les productions, qu'elles soient grosses ou petites d'ailleurs. Que ce soit sur le temps de travail, le salaire, l'incapacité à certaines productions de t'écouter quand tu demandes du matériel supplémentaire pour bosser dans un maximum de confort. Donc c'était très intéressant de revenir sur tout ça, car le passage au numérique a fait que tout le monde a pu s'armer d'un truc qui filme et donc a fait perdre un peu l'authenticité de certains métiers, toujours nécessaires sur un plateau de tournage. Voilà, c'était mon petit moment syndicaliste. Et sinon, il y avait quelques conférences avec d'autres réalisateurs et réalisatrices, notamment Joseph Kahn, si certains d'entre vous voient qui c'est, qui a réalisé un nombre incalculable de clips, tous plus connus les uns que les autres entre les années 90 et aujourd'hui. Et d'autres conférences un peu moisies et décevantes, comme celle sur la façon de filmer l'intimité des personnages. Et c'est bête parce que je trouvais ça intéressant d'y aller pour avoir des expériences sur comment certains chefs-op filment le sexe, la nudité, et comment ça se justifie avec le propos du film. Pourquoi par exemple choisir de filmer en gros plan des endroits de la peau pendant le sexe, dans une couleur chaude, ou bien à l'inverse filmer très large en fixe avec une lumière naturelle. Il y a vraiment 1000 façons de faire. Mais c'était en fait une conférence plus sur le métier de coaching en intimité, un taf qui permet de mettre les acteurs et actrices en confiance. Donc je m'en foutais un peu, ça parlait pas vraiment de cinéma et on a sans cesse rabâché qu'il fallait qu'il y ait une ambiance saine et discrète lors des scènes assez dures à faire comme ça au tournage. Bravo pour cette fine analyse. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur les conférences car c'est difficile de les résumer et de vous en parler car ce sont souvent des discussions qui s'articulent autour des concernés du domaine, donc je risque de vous perdre si je continue. Parlons un peu des films que j'ai pu voir, il y en avait donc vraiment beaucoup et ils étaient tous sélectionnés justement pour leur photographie, leur image. Et ce n'était pas évident de pouvoir tous les regarder, déjà parce que je n'étais pas tout seul, nous étions un petit groupe donc il fallait un peu se mettre d'accord sur le rythme à adopter et quel film privilégier en dehors des clips et des courts-métrages que l'on a pu voir, mais qui n'ont jamais été vraiment marquants pour moi. Et ça peut vous paraître étrange, mais sur ce choix, j'ai notamment privilégié 2 films Netflix. Alors pourquoi? Parce que c'était l'occasion de les découvrir sur grand écran et que le rendu n'est pas le même aussi bien sensationnellement que techniquement. Au cinéma, les projectionnistes diffusent ce qu'on appelle des DCP, Digital Cinema Package du film. Ce package dispose d'un code unique pour les salles de cinéma, que ce soit au niveau de la répartition du son par exemple, son mixage, mais aussi de l'image en tant que telle. Car vous vous doutez bien qu'un rendu Netflix qui est fait pour être vu sur une télé ou sur un portable aurait été dégueulasse sur un grand écran. Et je trouve que ça change beaucoup au niveau du visionnage, mais je reviendrai dessus en conclusion. Et ces films Netflix, c'était Blonde, le fameux biopic de Marilyn Monroe, et Bardo, le prochain film d'Alejandro Inarritu, qui n'est pas un biopic sur Brigitte Bardot. J'avais plutôt apprécié le premier, cette sensation de cauchemar éveillé était plutôt bien retranscrite par la mise en scène que je trouvais parfois un peu chaotique, mais très équilibrement rattrapée par le montage que je trouvais vraiment brillant. L'idée de différencier les couleurs entre le chaud, le froid et même le noir et blanc entre les différentes étapes de la vie de Monroe était souvent bien justifiée par l'état mental dans lequel elle était,
avec aussi ce jeu de ratio de cadre qui changeait souvent. Je trouvais ça intéressant de voir enfin un biopic qui ne cherchait pas vraiment à être un documentaire et qui ne formate pas en fait le personnage en l'érigeant en star system et en l'érigeant en star où tout était brillant et tout était beau et tout était mignon comme Elvis par exemple. Je trouvais ça assez audacieux et ça ne m'a pas empêché de me renseigner après peut-être plus précisément sur la vie de Marilyn Monroe parce que le film n'est pas vraiment un biopic fidèle. C'est vraiment plus une expérience cinématographique, donc je suis content de savoir qu'on peut faire ça avec des biopics encore aujourd'hui. Pour Bardot, en revanche, c'est un peu la douche froide, car bien que le film ait des réelles prouesses techniques et des idées de plans vraiment originales, la mise en scène ne parvient jamais à créer une vraie émotion esthétique. C'est d'ailleurs le problème que je reproche à Inarritu de manière générale dans ses films, et c'est aussi ce que je reprochais par exemple à 1917 de Sam Mendes. À vouloir trop en faire, la sensation du film n'est jamais marquante. On enchaîne les séquences dans un film qui ne cherche pas vraiment à avoir un sens, ce qui est tout à fait louable, jusqu'à sa fin où on essaie de nous expliquer un peu pourquoi le film était aussi bizarre, par le biais d'une petite révélation, ce qui lui donne une certaine tendresse. Mais le film dure 2h30, et sur les 2 heures, on a vraiment du mal à en ressortir quelque chose de suffocant, d'impressionnant, juste une admiration pour le travail technique, mais pas pour la jouissance esthétique. Ensuite, hors Netflix, je pourrais en dire un peu pareil pour The Whale, le dernier film de Darren Aronofsky, qui a pas mal fait parler de lui car le rôle principal fut donné à un oublié d'Hollywood, Brendan Fraser, qui a une certaine sympathie de la part du public. Dans ce film, l'image est belle, l'acteur principal se débrouille, mais on enquille les clichés dans les personnages secondaires, les dialogues, c'est extrêmement lourd, sans mauvais jeu de mots, et ça fait tout pour te tirer les larmes des yeux. Et ça m'énerve car le film avait pour moi un potentiel dramatique très fort, mais sa mise en scène en huis clos, filmée de manière théâtrale, et surtout surdécoupée dans le montage, n'aide pas à insuffler une quelconque émotion esthétique. En film vraiment nul, il y avait un DTV américain qui s'appelle Dévotion, pas inintéressant dans l'image, mais vraiment long et chiant, et le nouveau film de Florian Zeller qui avait réalisé The Father l'année dernière qui s'appelle The Son. Ouais, il semble vouloir faire toute la famille. Une nouvelle adaptation d'une pièce de théâtre qui sort les violons dans chaque séquence et qui est remplie de tous les plus gros clichés de la planète. Quelle lourdeur dans les personnages, les dialogues, la mise en scène qui ne prend jamais aucun risque, c'était vraiment mauvais. Et en bon film, j'ai eu un coup de cœur pour un documentaire du nom de Sons of Cain qui raconte l'histoire d'un groupe d'enfants dans un quartier d'Albanie ayant ses propres lois de violence et de vengeance. C'était poétique malgré le sujet difficile et c'était jamais larmoyant. En gros, ces enfants sont confinés dans leur maison car en fait il y a une sorte de tradition dans ce quartier d'Albanie qui fait que dès qu'il y a un premier meurtre qui est causé par une famille, la famille qui est victime de ce meurtre a totalement le droit de tuer un membre de la famille qui est responsable du premier meurtre. Et en fait, c'est une boucle infernale. Et ce n'est que très récemment que cette loi a fini par se calmer et que les autorités ont fini par un peu prendre le contrôle de tout ça. Mais pendant des générations et des générations, les enfants étaient donc confinés chez eux par leur famille et n'allaient pas à l'école, et ne découvraient pas le monde et ne voyaient absolument rien d'autre que leur maison. Du coup, c'était vraiment un point de vue et un film hyper intéressant et je pense assez unique en son genre. Et enfin, un coup de cœur pour Une femme sur le toit, un film polonais et sans doute le meilleur film que j'ai vu de ce festival. Un drame social très intime sur une dame d'une soixantaine d'années qui décide de braquer une banque au vu de sa condition sociale. C'est très beau, très mélancolique et poétique dans la mise en scène. Très peu de dialogue pour laisser place à des regards et des situations d'un réalisme frappant, avec un très juste usage de la musique. Le festival s'est clôturé avec The Fabelmans, le nouveau film de Steven Spielberg, un choix plutôt malin puisqu'il y a une vraie déclaration d'amour à l'image et au cinéma dans le film, qui est une sorte d'autobiographie fictive du réalisateur. Le film est filmé en pellicule 35 mm, une manière de filmer qui est encore assez courante aux États-Unis et qui offre vraiment une esthétique et un grain très beau à l'image. Le long métrage en tant que tel est plutôt sympathique. Spielberg filme vraiment des moments, des bouts de vie, dans une époque où les images étaient encore nouvelles et uniques. Il met vraiment le doigt sur la manière dont ça change les gens, ce que ça leur évoque comme émotion. Tout est très Spielbergien, mais c'est finalement assez intimiste de sa part, donc du coup je trouvais ça plutôt sympa à regarder. Et il y a une très chouette scène avec David Lynch qui joue John Ford. Je vous en dis pas plus. Et enfin, il y a eu le prochain film de Martin McDonagh, réalisateur de Bon baiser de Bruges ou encore de Three Billboards, qui s'appelle Banshees of Inisherin, qui raconte l'histoire d'un homme au début du XXe siècle sur une île reculée qui a un souci avec l'un de ses meilleurs amis. C'est un chouette film car le réalisateur parvient comme à son habitude à doser sa mise en scène avec un humour noir mais toujours dans une atmosphère qui est extrêmement triste. Les acteurs sont géniaux, le film est très beau et la mise en scène arrive bien à adopter la beauté de l'île tout en enfermant les personnages dedans. Ce qui donne du coup au film un constat assez glaçant sur ces populations qui en fait n'auront aucune trace dans l'histoire si elles ne créaient pas des choses qui les rendront immortelles. Et c'est la raison pour laquelle les deux meilleurs amis s'embrouillent au début du film, c'est parce qu'il y en a un qui veut avant tout essayer de créer quelque chose, parce qu'il sait qu'en fait toutes les populations, les petites populations dans ces îles reculées, ne gardent aucune trace dans l'histoire et ça le rend très malade. Donc le sous-texte et les dialogues sont très intéressants et j'aime beaucoup cette espèce de légèreté qu'il y a tout en dressant vraiment un portrait très triste
de cette île et de ses personnages. Et à la fin du film, le chef-op, Ben Davis, est venu répondre à plusieurs questions du public pour expliquer comment s'était passé le tournage et la manière dont il a préparé et imaginé l'image du film avec Martin McDonagh. Il a notamment parlé d'un choix d'objectif qu'il aimait pour la douceur dans la profondeur de champ qu'il proposait et du choix de la caméra pour sa grande capacité à attraper certaines couleurs pour magnifier le paysage. Et ce dialogue qu'il a eu avec nous peut servir de transition à la conclusion de cette vidéo. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'attarder sur tout ça pour filmer ? Voit-on réellement les différences entre les films selon les caméras quand on est un spectateur lambda? Eh bien je pense que oui, vous le voyez, vous le sentez, même si ce n'est pas conscient. Vous le voyez. Vous voyez que Asbestas est différent de Rien à foutre, que Pacifiction est différent de Bowling Saturn, que Forrest Gump est différent de Pulp Fiction, que Top Gun Maverick est différent d'un Mission Impossible. Vous le sentez sans directement mettre la main dessus. Et tout ce travail, cette recherche de l'image et de l'ambiance, même si vous n'en êtes pas forcément conscient en tant que spectateur qu'elle est différente, elle participe à vous faire rentrer dans le film et vous proposer une esthétique qui peut vous parler ou non. Et derrière ces nombreux résultats, il y a une possibilité infinie de trouver une image qui se coordonne avec la mise en scène d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Que ce soit par le choix des caméras, des objectifs, des filtres, des couleurs choisies lors de l'étalonnage des plans, des lumières, des projecteurs et de leurs emplacements durant une scène, des grosses installations comme la grue, le drone, le travelling, ça demande beaucoup de temps tout ça. Et ce boulot, c'est plusieurs petites mains qui le conçoivent. Et ce festival les met en lumière et les remercie. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai beaucoup aimé. Car même s'il y aura toujours des mauvais films malgré le gros travail derrière, ça permet de souligner le boulot du directeur de la photographie et sa relation très étroite avec la réalisation. C'est une pierre angulaire nécessaire, lui et toute son équipe qui l'entoure. Et j'aurai toujours un grand respect pour le boulot de chacun d'entre eux, à défaut de ne pas en avoir forcément pour les films et pour celles et ceux qui le réalisent. Ah merde, je devais finir par des reproches. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Il fait froid en Pologne. Par contre, ils ont des serveurs robots avec des chats. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!